Et si la plus grande prison d'Afrique n'était ni ses frontières, ni son économie, mais bien ses esprits? Imaginez un continent où l'on possède tout, des ressources naturelles à profusion, une jeunesse débordante d'énergie, des terres parmi les plus fertiles du monde, d'immenses rivières et des traditions séculaires de résilience. Pourtant, l'Afrique, malgré tous ses atouts, se trouve encore dépendante de l'extérieur pour nourrir ses peuples, soigner ses malades, développer ses industries et même préserver sa dignité. Le paradoxe africain est saisissant. Ce continent regorge d'or, de cacao, de pétrole, de diamants. Ces champs pourraient laisser nourrir la planète entière. Son soleil brille plus de 300 jours par an et ses rivières pourraient alimenter toute l'Afrique en énergie. Pourtant, la dépendance persiste. Comment expliquer que, malgré toutes ces richesses, la majorité de la nourriture consommée sur le continent est importée? Pourquoi les médicaments essentiels, les technologies, même les vêtements, viennent-ils d'ailleurs? Prenons un exemple concret. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux des plus grands producteurs de cacao au monde, fournissent plus de 60% du cacao mondial. Pourtant, la plupart des chocolats consommés en Afrique sont importés d'Europe. Les producteurs locaux gagnent une fraction de la valeur, pendant que les grandes entreprises étrangères engrangent les profits. Ce schéma se répète avec le coton, le café, le bois et bien d'autres ressources. Mais pourquoi continuer à espérer de l'autre ce que nous tenons déjà entre nos mains? Pourquoi ne pas transformer nos propres richesses, créer de la valeur localement et nourrir nos peuples avec le fruit de notre terre et de notre travail? Cette attente, cette dépendance est une prison invisible. Elle s'est construite au fil des siècles, héritée d'un passé douloureux et entretenue par nos choix et renoncements présents. La véritable liberté ne s'obtient pas seulement par des changements politiques ou économiques. Elle commence par une révolution intérieure, la décolonisation de nos mentalités. Tant que l'Afrique croira que son salut viendra de l'extérieur, elle restera prisonnière d'une vision qui n'est pas la sienne. La clé, c'est de reconnaître notre valeur, de croire en nos capacités et d'agir pour notre souveraineté. Attendre, c'est accepter d'être dominé, exploité, de voir s'envoler nos richesses, notre temps et notre avenir. Le risque est immense, perdre non seulement nos ressources, mais aussi notre potentiel et notre identité. L'histoire regorge d'exemples où des peuples, faute d'avoir cru en eux-mêmes, ont vu leur destin leur échapper. Mais comment l'Afrique en est-elle arrivée là? Pour comprendre cette dépendance, il faut plonger dans les racines de l'injustice historique, sonder les blessures encore vives du passé. Ces blessures, loin d'être des souvenirs lointains, marquent chaque génération, chaque village, chaque rêve inachevé. Sur ce continent, rien n'est arrivé par hasard. L'histoire de l'Afrique s'est écrite dans la douleur, la résistance, l'espoir souvent déçu, mais aussi dans un immense courage face à l'oppression. Tout commence avec l'esclavage. Pendant plus de 4 siècles, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leurs terres pour nourrir les empires d'ailleurs. Cette traite a déchiré des familles, effacé des langues, brisé des cultures entières. L'Afrique a vu partir ses forces vives, condamnées à survivre avec des cicatrices impossibles à refermer. Le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, partout des ports d'embarquement, des routes de la traite, des villages vidés de leur jeunesse. À Ouidah, au Bénin, la porte du non-retour rappelle le sort tragique de ces millions d'âmes. Des familles entières, séparées à jamais, des savoirs, des chants, des traditions, parties à jamais. Cette blessure, aucun continent ne peut l'effacer d'un revers de main. Puis, la colonisation s'est abattue comme une seconde tempête. Les puissances européennes, lors de la conférence de Berlin en 1884, se sont partagé le continent, traçant des frontières arbitraires sur des cartes, ignorant les peuples, les histoires, les alliances. Elles ont pillé l'or, le cacao, le pétrole, tout en imposant des lois et des hiérarchies, conçues pour servir leurs profits. Les sociétés africaines ont été remodelées de force, privées de leur autonomie, de leur richesse et souvent de leur dignité. L'Algérie, par exemple, a subi 132 ans de colonisation. Le Congo a vécu sous la domination brutale du roi Léopold II de Belgique, où des millions de vies ont été sacrifiées pour le caoutchouc et l'ivoire. En Afrique de l'Ouest, les écoles imposaient la langue du colonisateur, effaçant peu à peu les langues et cultures locales. Les conséquences de cette période se font sentir encore aujourd'hui. Systèmes éducatifs, administratifs et économiques souvent déconnectés des réalités africaines. Même l'indépendance, arrachée au XXe siècle, n'a pas fermé le piège. Les dettes contractées, les accords inégaux et l'extraction féroce des ressources ont gardé le continent dans une cage invisible. La promesse d'une vie meilleure s'est dissoute pour des millions d'Africains.
génération après génération, prisonniers d'un système qui ne leur appartient pas. Les accords de coopération, les zones CFA, les missions d'assistance technique ont souvent prolongé la tutelle sous d'autres formes. Pourtant, l'Afrique n'a jamais cessé de se lever. Dès le début du XXe siècle, des voix se sont unies lors des conférences panafricaines, réclamant unité, dignité, souveraineté. Des figures comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara ou Patrice Lumumba ont incarné cet espoir, sacrifiant leur vie ou leur liberté. Le prix de leur engagement rappelle que la lutte ne se limite pas à un drapeau ou un hymne, mais exige une libération totale, mentale, économique, culturelle. Prenons l'exemple de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il a initié une révolution des mentalités, encourageant la production locale, l'émancipation des femmes et la fierté nationale. Il a lancé la campagne Consommons burkinabé, construit des écoles, des dispensaires et a mis l'accent sur la justice sociale. Son assassinat tragique a stoppé un élan, mais son héritage inspire encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le poids du passé pèse sur le quotidien. Les systèmes hérités de la colonisation et de l'esclavage maintiennent l'injustice et la dépendance. Les chaînes ne sont pas toutes visibles, mais elles entravent l'avenir. Des exemples comme la difficulté à transformer localement les matières premières, l'accès inégal à l'éducation ou l'importation massive de biens essentiels rappellent l'empreinte d'une domination jamais vraiment rompue. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée des réparations. Elles ne sont pas seulement une question d'argent. Réclamer réparation, c'est d'abord exiger que le monde reconnaisse la souffrance infligée et la responsabilité de ceux qui en ont tiré profit. C'est aussi revendiquer des moyens réels pour reconstruire, guérir, sortir du cycle de la pauvreté. Surtout, c'est redonner à l'Afrique sa dignité, la justice et le respect que méritent ses enfants. Refuser de regarder cette histoire en face, c'est condamner l'Afrique à répéter sans fin les mêmes drames. Oublier, c'est accepter que les chaînes restent fermées, que la dépendance se perpétue. Les sacrifices du passé n'ont de sens que si l'on en tire les leçons pour changer le présent. L'Allemagne, par exemple, a reconnu ses responsabilités dans le génocide des Hereros et Nama en Namibie, ouvrant la voie à d'autres démarches de mémoire et de réparation. Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas exiger la même reconnaissance ? Mais la question des réparations ne regarde pas que le passé. Elle trace un chemin vers l'avenir, une opportunité de réinventer la souveraineté, de libérer le potentiel du continent et de bâtir une justice durable. Pourtant, la route vers la souveraineté ne s'arrête pas aux réparations. Elle exige de nouvelles batailles, notamment pour l'inclusion des femmes et des jeunes dans la gouvernance africaine. Car aucun pays ne peut se construire en laissant de côté la moitié de sa population ou sa jeunesse. Pourquoi l'Afrique, si riche, laisse-t-elle encore d'autres décider de son destin ? Cette question brûlante hante notre époque. Sur le papier, le continent réunit plus de 60% des terres arables mondiales, une jeunesse vibrante, un soleil quasi inépuisable et des réserves d'eau considérables. Pourtant, la majorité de la nourriture, des médicaments et des biens finis consommés ici viennent d'ailleurs. Ce paradoxe interroge et inquiète. Comment un tel potentiel peut-il rimer avec dépendance ? Chaque jour, cacao, coton, minerais, pétrole et bois quittent le continent sous forme brute. Mais la transformation, la valeur ajoutée, les emplois, tout cela s'évanouit à l'étranger. Résultat, des millions de jeunes privés d'opportunités, des économies fragiles et une souveraineté amputée. Exporter brut, c'est laisser filer l'avenir. Il suffit de regarder l'exemple du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, mais qui importe encore la majorité de son carburant, faute de raffineries performantes sur place. Le barrage de la Renaissance, en Éthiopie, illustre un autre possible. Ce projet monumental a vu le jour grâce à l'effort collectif. Citoyens, diaspora, chacun a contribué selon ses moyens. Quand la gouvernance écoute le peuple, l'Afrique prouve qu'elle peut réaliser l'impensable. L'organisation et la confiance en soi transforment l'impossible en victoire. Ce barrage, aujourd'hui, alimente une grande partie de l'Afrique de l'Est en électricité et sert de modèle pour de futurs projets panafricains. À l'inverse, suivre aveuglément les injonctions extérieures revient à sacrifier le destin du continent. Gouverner, c'est d'abord répondre aux besoins de la population. Nourrir, éduquer, soigner, valoriser les talents locaux. Tant que nos institutions restent sous tutelle et nos choix économiques dictés de l'extérieur, la vulnérabilité persiste. L'exemple du Zimbabwe, confronté à des sanctions et à des difficultés économiques, montre qu'il est vital de renforcer les capacités locales et de diversifier l'économie pour échapper aux chocs extérieurs. Le risque ?
voir l'Afrique perdre ses emplois qualifiés, son autonomie et le respect qu'elle mérite sur la scène mondiale. L'enjeu dépasse le simple développement. Il s'agit de souveraineté et de dignité pour les générations futures. Mais rien n'est joué. Des voies existent pour convertir le potentiel africain en puissance réelle. La question reste, comment choisir le bon chemin et selon quelle vision ? Pour s'affranchir du cycle de dépendance, il faut d'abord s'attaquer aux racines profondes de cette situation. Cela commence par une décolonisation des esprits et une exigence de justice pour l'histoire, mais aussi par des actions concrètes à tous les niveaux de la société. Attendre un miracle ou prendre son destin en main ? Voilà la question qui hante l'Afrique aujourd'hui. Les décisions prises en ce moment dessineront le visage du continent pour les générations à venir. Rester simple spectatrice ou s'affirmer pleinement comme actrice de sa propre histoire. L'autofinancement, vu lors de la crise Ebola, a prouvé que l'Afrique peut s'organiser et protéger ses populations sans attendre l'aide internationale. Quand les grandes institutions tardaient, certains pays africains ont mobilisé leurs propres ressources, montrant que la dépendance n'est pas une fatalité. Ce modèle doit inspirer tous les domaines: la santé, l'éducation, l'agriculture, l'économie. Au Nigeria, lors de la lutte contre Ebola, les médecins locaux, les communautés et les volontaires ont réussi à endiguer l'épidémie grâce à une mobilisation massive, prouvant que la solidarité et l'organisation africaine sont de puissantes armes. L'exemple du barrage de la Renaissance, bâti grâce aux contributions volontaires des citoyennes et citoyens, témoigne de la force de l'innovation et de la solidarité locale. De tels succès prouvent que la transformation est possible si la volonté collective s'exprime. Il existe aussi des initiatives comme l'Union africaine, qui tentent d'harmoniser les politiques économiques et de renforcer la voix du continent sur la scène internationale. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. L'inclusion réelle des femmes et des jeunes est essentielle à toute transformation durable. Trop souvent, la moitié de la population reste écartée des décisions et de la création de valeur. Pourtant, là où les femmes sont pleinement actrices de l'économie et de la gouvernance, toute la société progresse plus vite. Les jeunes, porteurs d'idées neuves, sont prêts à forger l'Afrique de demain. Sans leur émancipation, le continent restera enfermé dans les chaînes du passé. Le Rwanda, par exemple, a fait le choix d'impliquer activement les femmes dans la vie politique. Aujourd'hui, plus de 60% des sièges du Parlement rwandais sont occupés par des femmes, un record mondial. Les résultats ne se sont pas fait attendre: amélioration de la santé maternelle, hausse de la scolarisation des filles et une gouvernance plus inclusive. Imaginez une Afrique où chaque pays, uni aux autres, avance sans peur, fier de ses racines et maître de son avenir. L'unité, tant rêvée par les grandes figures panafricaines comme Kwame Nkrumah, n'est pas une utopie lointaine. Elle est la condition pour faire entendre la voix africaine dans le monde, négocier d'égal à égal et défendre ses intérêts. Un continent uni peut devenir une force globale positive, source de solutions et d'espoir pour la planète entière. Refuser le changement, s'accrocher à la dépendance, c'est condamner l'Afrique à la stagnation, voire à la régression. Les conséquences seraient bien graves: fuite des cerveaux, appauvrissement, perte de souveraineté sur les ressources, marginalisation accrue. Le choix est existentiel: avancer ou reculer. Le potentiel africain est immense, mais il ne s'accomplira que si chacune et chacun refuse la fatalité. Cela exige une révolution des mentalités, la confiance retrouvée et l'engagement de toutes et tous, à l'échelle locale comme continentale. Mais pour que ce réveil soit complet, l'Afrique doit aussi affronter son passé et revendiquer justice pour les torts subis. La décolonisation des esprits ne peut se faire sans reconnaître les blessures historiques et réclamer des réparations. Cela signifie aussi valoriser les langues africaines, les traditions et les savoirs locaux. Par exemple, intégrer l'histoire précoloniale dans les programmes scolaires pour que chaque enfant africain connaisse la richesse de son héritage. Et si la révolution africaine commençait aujourd'hui, ici, avec chacun d'entre nous? Imaginez l'effet cumulatif de chaque geste, de chaque voix, de chaque choix pour faire bouger le continent. La transformation de l'Afrique ne repose pas sur un miracle venu d'ailleurs, mais sur notre décision collective de reprendre en main notre destin et nos richesses. Tout débute par l'éducation, la confiance en soi et la fierté de nos racines. Apprendre la véritable histoire du continent, valoriser nos langues, encourager la créativité locale. Voilà les premiers pas. Soutenir et consommer le fait en Afrique, en faire le cœur de notre économie. Chaque vêtement, chaque chanson, chaque technologie issue de nos terres porte notre souveraineté et crée de la valeur chez nous. Pourtant, la métamorphose exige plus.
La société civile doit s'impliquer activement, sur le continent comme dans la diaspora. C'est le moment de s'unir pour documenter les injustices, réclamer réparation, porter haut nos revendications. Réseaux sociaux, associations, initiatives citoyennes, autant de leviers pour sensibiliser, rassembler et influencer les décideurs. Chaque signature, chaque débat, chaque témoignage nourrit la dynamique du changement. Aucun avenir solide sans la pleine participation des femmes et des jeunes. Leurs voix, leurs idées, leur énergie sont nécessaires à tous les niveaux. Conseils, assemblées, entreprises, mouvements. L'émancipation des femmes et l'inclusion des jeunes forment les fondations d'une gouvernance juste et innovante. Quand une génération entière s'élève, l'Afrique avance plus vite, plus loin. Passer du discours à l'action, c'est produire, transformer et consommer africain. Pourquoi exporter nos matières premières pour les racheter à prix d'or? Pourquoi glorifier les produits venus d'ailleurs alors que nos terres, nos talents, notre soleil peuvent tout offrir? Le développement durable, c'est investir dans l'agriculture locale, l'industrie, la technologie, mais aussi dans l'artisanat, la culture et la recherche scientifique africain. Chaque entreprise soutenue, chaque produit local acheté, chaque projet innovant lancé dessine un futur où l'Afrique décide par elle-même. Pensons à la Silicon Savannah au Kenya, un exemple phare d'innovation africaine. Des milliers de start-up locales créent des solutions pour l'agriculture, la santé, la finance et l'énergie. Le service M-Pesa, né au Kenya, est devenu un modèle mondial de paiement mobile. Voilà ce que peut engendrer la confiance dans l'ingéniosité africaine. Rester simple spectateur, c'est accepter que notre histoire s'écrive sans nous. Ne rien faire, c'est abandonner notre souveraineté, notre potentiel, notre avenir. L'heure n'est plus à l'attente. Chacun de nous a un rôle à jouer dès aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt à prendre part à cette renaissance? Si le rêve d'une Afrique souveraine paraît immense, chaque pas compte. Mais pour avancer, il faut d'abord déconstruire les entraves héritées du passé. Cela passe par l'éducation, la réforme des institutions et l'édification d'une société qui valorise la coopération, la justice et la solidarité. Les initiatives citoyennes, comme le mouvement I en a marre au Sénégal, ont montré la puissance de la jeunesse engagée. Grâce à leur mobilisation, des lois ont été modifiées, des élections surveillées et la voix du peuple a pesé sur les choix politiques. D'autres pays, comme le Burkina Faso, ont vu des révolutions populaires renverser des régimes installés depuis des décennies, ouvrant la voie à de nouveaux espoirs. L'histoire ne s'écrit jamais en silence. À présent, c'est à vous d'entrer en scène. Refusez l'attentisme, refusez la résignation. Soyez de ceux qui allument la mèche du changement, pas de ceux qui éteignent la flamme de l'espoir. Céder à l'attentisme, c'est condamner l'Afrique à l'immobilité, à la lente disparition de ses rêves et à la redite d'un passé de dépendance. Renoncer, c'est trahir la vision de Sankara, de Nkrumah et de toutes celles et ceux qui ont cru en une Afrique souveraine et debout. Mais choisir l'engagement, c'est défier la fatalité. C'est cesser d'être spectateur pour devenir artisan du changement. N'attendons plus qu'on vienne réparer ce qui a été brisé, ni écrire le futur du continent à notre place. L'émancipation commence dans les têtes. Il faut décoloniser nos mentalités, se faire confiance et rejeter l'idée que notre avenir se décide ailleurs. Cela demande des actes collectifs, mais aussi des choix personnels. Aucun geste n'est trop petit, aucune initiative n'est vaine. Chaque famille, chaque village, chaque jeune, chaque femme détient une part du futur. L'Afrique regorge de talents, d'idées, de ressources. C'est en unissant nos forces, en pariant sur nos propres innovations et sur l'éducation, que nous deviendrons maîtres de notre destin commun. Réclamer justice et réparation doit être un élan, non une attente passive. Cela exige de rebâtir notre unité, nos sociétés, et d'assurer une gouvernance où chaque voix compte, où les femmes et les jeunes sont au cœur des décisions. Refuser l'inaction, c'est ouvrir la porte à une ère nouvelle, faite de solidarité, de prospérité et de souveraineté retrouvée. Ce choix d'agir, ici et maintenant, nous appartient à toutes et à tous. L'Afrique a besoin de ses bâtisseurs, de ses rêveurs, de ses rebelles pacifiques. L'histoire se souviendra de celles et ceux qui auront osé quand d'autres attendaient. À vous, à nous d'en faire partie.